François Ducrot, ancien conseiller fédéral. Je suis diplômé depuis 61. À l'époque, c'était 2 ans d'études. J'en ai profité pour faire une 3e année d'études à l'école de Lyon, qui était un peu l'avant-garde de ce que serait quelques années après l'école des enseignants. J'ai vécu à ce moment-là toute la période d'avant 63, en ce sens que les profs de Lyon étaient des professeurs d'éducation physique, et un des gros problèmes de la profession entre 46 et disons 63, c'était la lutte entre les profs d'éducation physique qui voulaient être seuls titulaires du titre de masseur-kinésithérapeute, et puis les autres qui étaient masseurs, gymnastes médicaux. Et donc j'ai eu dans les premières années de ma pratique, à partir de 64, j'ai donc eu à me défendre au point de vue syndicat, à défendre le fait que il y avait de la place pour tout le monde, et que les profs de gym qui étaient à l'origine de l'enseignement de la kinésithérapie devaient être tout à fait reconnus au même titre que tout le monde. Et donc à l'époque, il y avait principalement une fédération qui était la Fédération des kinésithérapeutes de France, de la communauté, des territoires d'outre-mer. Et en 63, il y a donc eu la fusion, pas tout à fait la fusion, il y a eu la création de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes, et quelque temps après, la fusion avec la Fédération de la communauté de France, et ce qui a permis l'arrivée de Jacques Weminx, non pas là comme président, mais comme membre du Conseil fédéral de la Fédération. En tant qu'étudiant en 59-60, 61, on était très soumis à des pressions de profs d'éducation physique qui nous disaient attendez, n'oubliez pas que c'est nous qui sommes à la base de la formation de l'enseignement, donc nous vous demandons d'accepter que nous soyons les seuls à conserver le titre de masseur-kinésithérapeute. Alors le fait de conserver seul ce titre, ça ne me plaisait pas du tout, et j'ai donc suivi, et dès que je suis rentré en activité en 64, je me suis inscrit au syndicat, c'était le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes du Bas-Rhin, parce qu'à l'époque on m'avait demandé de venir à Strasbourg pour monter une école de kinésithérapie, mais c'est une histoire beaucoup plus longue, je ne rentrerai pas dans les détails, puisque de toute façon c'est une école que j'ai fait fermer. Passons. Au point de vue professionnel, j'ai fait une année comme salarié pendant ma 3e année d'études au service de réanimation respiratoire à Lyon, et puis ayant accepté de venir à Strasbourg pour créer cette école, j'ai repris une clientèle d'un confrère libéral qui changeait un peu d'orientation, et en même temps j'avais un poste en clinique, et ça s'est suivi jusqu'à ma fin de carrière, en ce sens qu'une fois que j'ai fait fermer l'école, bien l'autre école officielle qui s'était créée après m'a récupéré. J'ai enseigné pendant quelques années, et puis j'ai continué mon activité libérale au sein de cliniques et de cabinets privés, avec des visites, y compris des visites campagnardes. Et en 80, la fédération m'a demandé si je voulais bien accepter le poste de directeur adjoint de l'INCa avec Philippe Stevenaz, que j'ai fait jusqu'en 89, date à laquelle, ou faute de subvention du ministère du Travail, l'école des cadres a été obligée de fermer. Et en 90, j'ai été élu au congrès de Nice, conseiller fédéral, et ensuite, tout en gardant la présidence du syndicat du Bas-Rhin. Et puis j'ai continué en prenant la direction de kinésithérapie scientifique jusqu'en 2005, et j'ai enchaîné sur le Conseil de l'Ordre, où j'étais assesseur à la chambre disciplinaire pendant 11 ans. Voilà.
Alors, les moments clés, c'est vraiment la création de la fédération en 63, où d'emblée, elle a imprimé sa marque, à savoir un programme, euh, un programme qui concernait toute la profession. Ce programme, c'était un triptyque, c'était l'école des cadres, la troisième année d'études et le Conseil de l'ordre. Plus exactement, les règles professionnelles. On ne parlait pas à l'époque de Conseil de l'ordre. Et pour ça, il y a vraiment, j'ai été séduit par le dynamisme et la précision de l'organisation fédérale, notamment par le biais de commissions, puisque d'emblée, tous les aspects de la profession, y compris un aspect, je dirais, ludique, à savoir une commission chargée des loisirs, mais il y avait une commission juridique, une commission fiscale, une commission, enfin, il y en avait toute une série, et chacun ayant un rôle bien précis, et le tout sous la houlette du secrétaire général qui à l'époque était Michel Blanchard. Une volonté que la profession de kinésithérapeute soit reconnue sur la place publique, multiplication d'émissions radio, la télévision n'était pas encore tellement répandue à ce titre-là, création d'une revue, la revue Kinésithérapie, qui peu après a été obligée de se scinder en deux parce qu'au départ elle comportait des articles scientifiques, des articles juridiques, des réponses à des questions. Et après, ça aurait fait une revue beaucoup trop importante, donc kinésithérapie scientifique est née. Pour la petite histoire, il y avait, en feuilletant les archives, on retrouve à cette époque des questions parues dans la revue. J'ai envie d'aller passer des vacances en Russie, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y avait un confrère qui s'était occupé de ça. Les loisirs, il y avait là aussi la création d'une association qui n'a pas duré très longtemps, mais qui s'appelait le Grand Os, qui était une association des kinésithérapeutes gastronomes, ce qui fait qu'à chaque congrès, il y avait forcément force agape et beuverie qui s'en suivaient. C'était pas désagréable. Donc visiblement, tout était organisé. Le gros problème qui existait, c'était le problème de la sécurité sociale. Donc, il fallait mettre en route une liaison, je dirais, permanente avec la direction de la sécurité sociale, le ministère de la Santé. Et là, la fédération a eu un rôle prépondérant quand on voit le nombre de réunions qu'ils avaient au ministère ou avec l'assurance maladie. Et déjà la notion de est-ce qu'on se déconventionne, est-ce qu'on se déconventionne pas, a marqué beaucoup d'années et un engagement vraiment syndical extrêmement fort, et surtout la communication de la fédération avec les syndicats départementaux. Il s'appuyait énormément sur les avis des syndicats départementaux pour construire et faire que ça soit reconnu, parce qu'à l'époque, je prends un exemple tout à fait personnel, mais qui illustre très bien la chose. Dans le problème d'école de kinésithérapie à Strasbourg, le doyen de la faculté de médecine, quand un médecin était venu le voir lui disant « Monsieur le doyen, il faut que Strasbourg ait une école », il a dit « Tant que je serai doyen, il n'y aura pas d'école, parce que pour moi, la kinésithérapie, c'est le massage, c'est la prostitution. Donc, il n'est pas question d'intégrer au corps médical une profession qui n'est pas du tout... » Bon. Donc, il fallait reconnaissance. La notion de reconnaissance scientifique, et là encore, c'était difficile parce que la notion d'études et de recherche n'était pas du tout incluse dans l'enseignement. On n'en parlait absolument pas, c'était des actions personnelles. Mais là encore, il y avait une commission de l'enseignement qui était très active et qui a pris contact avec énormément
de services de rééducation, de sommités médicales, que ce soit chirurgicales ou médicales, pour obtenir des articles auxquels les kinésithérapeutes participaient. Et on est arrivé donc à la création de l'Institut national de la kinésithérapie, l'école d'enseignants. Ça s'est fait relativement rapidement puisque l'école de cadre a été homologuée en 66. La troisième année, on l'a eu en 68. Par contre, les règles professionnelles, il a fallu attendre 2008 pour avoir l'ordre. Bien. Alors, la fédération avait créé un fascicule qui s'appelait l'Aiguillon, qui s'adressait à tous les responsables syndicaux départementaux. Donc, pratiquement tous les mois, ils recevaient ce fascicule qui comprenait tous les articles, tous les éléments, tous les documents techniques concernant les différentes orientations, que ce soit juridique, sécurité sociale, fiscalité, etc. Et chaque département, je sais qu'à l'époque, dans le Bas-Rhin, on s'est doté d'un équipement Renéo qui, à l'époque, était un peu révolutionnaire, bien que les premières machines, il fallait tourner la manivelle et tirer les circulaires le soir, voilà. Mais le dynamisme était tel que, je ne veux pas dire que c'était un plaisir, mais enfin, ça nous permettait d'avoir des rencontres confraternelles extrêmement sympathiques. Et la Renéo tournait, et donc des circulaires régulièrement, des congrès extraordinaires s'il fallait. Donc ça palliait bien l'absence de ce qui existe maintenant du point de vue informatique. C'était la création de la troisième année qui a immédiatement enchaîné sur un programme de quatrième année. Quatrième année qui n'a jamais été acceptée au niveau des ministères concernés, que ce soit la santé ou l'enseignement supérieur. Et c'est la fédération qui a créé cette année probatoire universitaire avec des écoles pilotes, Vichy, Clermont, entre autres, pour essayer de... Et il a fallu faire accepter ça par le Conseil supérieur. Ça n'a pas été facile. Ça a été un défi vraiment important pour arriver en 2015 à ce qu'on ait 5 ans d'études. Donc, finalement, la quatrième année a été reconnue dans le cadre de ce passage par la fac de médecine. C'était beaucoup de réticence de la part de la puissance publique. J'ai personnellement, quand j'étais secrétaire général à l'enseignement, j'ai parcouru un peu la France, faire le tour des universités pour convaincre les doyens que c'était important qu'ils aient dans leur faculté de médecine une école de kinésithérapie. Et il a fallu du temps pour que tout passe. Après, la loi a obligé à passer un passage obligatoire. Ça a été vraiment un grand défi. Pour une anecdote, le Conseil supérieur, qui était donc un peu le patron de la profession, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, a réuni un Conseil supérieur avec le délégué du ministre qui est venu en disant, voilà messieurs, nous sommes pour la justice sociale, pour l'égalité des chances. Donc, nous avons décidé que tout salarié, quel qu'il soit, ayant au moins une année de salariat, puisse présenter le concours d'entrée dans les écoles. Et le niveau n'étant pas forcément les mêmes, il y aurait un bonus de points de 12%. Donc, je pense que vous serez d'accord à ce que le collègue conseiller fédéral représentant la fédération à ce moment-là, c'était François Chambon, qui a dit, mais, monsieur le ministre, monsieur le représentant, j'ai bien entendu vos discours, bien sûr que nous sommes pour l'égalité, et du coup, je vous fais une contre-proposition, c'est que tout kinésithérapeute diplômé d'État
donc qui a 3 ans d'études, rentre directement en 3e année de médecine, vous n'y verrez pas d'inconvénient, etc. La phrase a été: Messieurs, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et 48 heures après, paraissait au journal officiel un décret instituant l'accès au concours pour tout le monde, ce qui a provoqué des drames humains extrêmement douloureux. Je passe sur les détails, mais pour dire que c'était là, pour la profession, vraiment un challenge. Ça a quand même, la collaboration avec les médecins est devenue beaucoup plus systématique, et la multiplication des revues techniques, la multiplication des congrès scientifiques fait que maintenant, je crois qu'on a atteint, tout peut s'améliorer, mais je crois qu'il y a eu un grand pas de fait au cours de ces années, et je pense que les critiques sur le fait qu'on n'est pas reconnu ne sont plus valables maintenant, c'est faux. C'est de voir aboutir le triptyque fixé par la fédération en 63. Le triptyque a été respecté, même s'il a fallu du temps, notamment pour arriver à la création de l'ordre, mais je crois quand même que c'était un tel défi en 63 que je suis très très fier de ce qu'elle a pu faire en réalisant, en gardant sa ligne de conduite, et même si ça a pris quelques années, elle a abouti, voilà. Alors au départ, ça a été un regret, parce que c'était vraiment une école de cadre kinésithérapie. Et donc, toute la formation s'orientait sur la profession, dans un ensemble très grand, puisque il y avait évidemment, les salariés avaient tout à fait droit à cette école, et qu'il fallait envisager notamment un volet formation à la gestion, etc. Donc, par la force des choses, l'école des cadres de l'INK a été la première, suivie très rapidement par l'école de Bois-Laris avec Viel, Éric Viel, et ensuite l'école de Montpellier. Il y avait donc 3 écoles des cadres. Nous avons essayé non pas de fusionner, parce que chaque école avait un peu sa spécificité, mais nous avons essayé d'avoir quand même une ligne commune et de faire reconnaître un certain nombre de choses. Et là encore, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas fonctionné. Il y a eu des querelles inévitables avec les directeurs d'école, les écoles publiques, les écoles privées. Maintenant, ce problème est pratiquement réglé. Donc, disons que l'école des cadres est devenue, ce qui reste, ça a été l'école des cadres de la Croix-Rouge, qui était une école de cadres regroupant les infirmières. Maintenant, pratiquement, c'est par l'école de la santé à Rennes que ça se passe, pour avoir le titre de cadre de santé. Et malheureusement, la spécificité kinésithérapique a disparu au profit d'une gestion administrative assez lourde à gérer, et qui, à mon avis, ne répond pas toujours aux objectifs de la profession. Oui, c'est la rencontre des dirigeants fédéraux. Je ne peux pas tous les citer, mais il y avait donc à l'époque, au départ, il y avait Lucien Robert et Michel Blanchard. Ensuite, il y a eu Gilbert Allègre, qui était aussi, que j'ai eu comme prof à Lyon, et qui défendait le fait que tout le monde pouvait porter le titre de kinésithérapeute. Il y a eu ensuite Jacques Vleminck, Jean Boudot, qui ont été présidents de la fédération et qui ont marqué de leur empreinte vraiment tout il y avait, ce que je vais dire n'est pas péjoratif pour les suivants, mais il y avait une dynamique chez ces confrères qui était vraiment remarquable.
parfois d'ailleurs un peu un peu drôle. Je me souviens d'un congrès où Jean Boulot n'était pas président, il était simplement syndicaliste des Vosges, et ayant fait une remarque pertinente, le secrétaire général qui était Michel Blanchard, s'adressant à lui, il lui dit: Monsieur Boulot, avant de me critiquer, je vous prie d'aller mettre une cravate. Et Jean Boulot, saisissant le code de la sécurité sociale, le balançant à travers la salle jusqu'à l'estrade: Monsieur Blanchard, quand on est secrétaire général d'une fédération aussi importante que la nôtre, on connaît ces textes, donc étudiez le code de la sécurité. Après, on en reparlera. Voilà, c'est une anecdote, mais c'était à l'époque, c'était ce genre de choses. Chacun, mais en même temps, beaucoup de respect mutuel malgré ce genre d'intervention. Et donc, on a côtoyé aussi des ministres de la Santé qui nous étaient très favorables, mais je pense à Jacques Barrot, qui, au congrès d'Avignon, avait officiellement dit: voilà, vous m'accusez de ne pas être efficace pour votre profession, mais je dois vous dire que moi, ministre, je n'ai pas les pouvoirs que vous croyez, et je suis désolé, j'aimerais bien vous aider plus, mais je ne peux pas, je suis bloqué, je suis pieds et poings liés avec mes fonctionnaires, mes chargés de cabinet. S'ils n'ont pas envie de faire avancer un dossier, le mettre sous le coude, et j'ai beau râler, ça n'avance pas, et il faut quand même que vous le sachiez. Alors, une intervention politique, mais je crois qu'il était sincère. Il y a d'autres personnalités que j'oublie le nom, mais qui ont, en fait, beaucoup de présidents de syndicats, je pense à des gens, ou des conseillers fédéraux comme Maillard, qui était un non-voyant et qui a défendu la profession, qui était un peu un opposant systématique, mais qui en fait a fait avancer la profession. Donc, oui, j'ai rencontré des gens intéressants, mais au sein de la fédération d'abord. C'est une bonne question. Je dois dire que pas toujours. Et si je n'avais pas eu une épouse et des enfants compréhensifs, je crois que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait au niveau syndical. Ils m'ont, bon, de temps en temps, je reconnais que je manquais un peu de présence, mais ils m'en ont jamais voulu, et sont, je crois, actuellement assez fiers d'avoir un père qui, malgré tout, a défendu sa profession. Alors, à l'époque où la fédération a été créée, on peut dire que tout était à faire. Maintenant, je ne dis pas que tout a été fait, mais quand même, le gros, quand même, l'élévation du niveau d'études, l'ordre, etc., sont quand même des progrès énormes. Alors, incontestablement, la profession aujourd'hui n'est plus celle que j'ai connue, c'est sûr. Y compris sur le plan, je dirais, sur le plan pathologique. Moi, j'ai été formé au testing musculaire parce que c'était l'époque des polios. Maintenant, heureusement, la polio est pratiquement éradiquée. Et donc, le testing musculaire, bon, il reste intéressant, mais je ne pense pas qu'il soit de monnaie courante, alors que c'était ça notre époque. Il y a une prédominance, moi, ce qui m'a à un moment donné très inquiété, la prédominance du matériel. Incontestablement, ça apporte un intérêt. De l'autre, j'ai vu une baisse très nette de la prise en compte de la personne humaine. Ça me chagrine beaucoup. Je pense que c'est pas complètement abandonné, heureusement, mais malgré tout, le fait que maintenant il y a la pratique professionnelle implique que ce soit une pratique collective. Maintenant, le confrère qui est isolé, il a du mal c'est sûr maintenant qu'il faut viser le groupe, et pourquoi pas. Mais ça me gêne un petit peu de penser qu'il n'y a plus un objectif précis, fixé, au niveau de la politique professionnelle.
Maintenant, c'est plus, comme toujours depuis le début, hein, une bagarre continuelle avec la sécurité sociale. Bon, et c'est nécessaire, c'est important, mais je pense qu'il faut, avec tout ce qui arrive au point de vue nouvelles technologiques, l'intelligence artificielle, je me fais du souci parce que au départ, notre profession était quand même très portée sur le patient, sa personnalité. Et maintenant, qu'est-ce que ça va devenir? Il va falloir une force, à mon avis, importante, professionnelle, pour garder cet aspect humain et ce contact que notre profession a le privilège d'avoir. Et ça, ma crainte, c'est de voir disparaître peu à peu au profit des machines, avec une empathie très limitée vis-à-vis des patients. J'ose me tromper, et voilà, c'est la différence de génération qui me fait peut-être être un petit peu pessimiste. Ça, c'est sûr. Ça, c'est absolument sûr. C'est un tournant. Quand je vois mes confrères qui ont mon cabinet et tout, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est valable aussi à partir du moment où ils consacrent vraiment un minimum de temps. Les 20 minutes de la nomenclature sont, enfin, en ce qui concerne ceux que je connais, ils les respectent, et ce qui fait que la notoriété, leur réputation est sauvegardée par cet aspect-là. Mais en même temps, bon, si quand on voit les exosquelettes, quand on voit tout l'appareillage électrothérapie, c'est évident que ça aide. Et puis, je vois les progrès de la posturologie qui, grâce à l'appareil, permettent au point de vue vertébral une autre manière de traiter la colonne. Tout ça, c'est intéressant. Il faut pas rejeter, mais il faut pas non plus privilégier. Il faut garder l'aspect humain. Oui, alors je pense que la notion de recherche, et là, c'était l'intérêt. J'ai eu quelques réticences au passage à l'université, mais en fait, c'est un passage obligatoire. Et on a la chance que cette nouvelle organisation des études permette à des confrères d'avoir un master 2 et d'avoir accès à être doctorant, directeur de recherche, etc. Et quand on voit le nombre de publications qui sont faites par ses consoeurs et ses confrères, là, il faut reconnaître que c'est très optimiste, parce que bon, vraiment, là, il y a un progrès et une. Alors, tout le monde n'est pas du tout fait pour faire de la recherche. Il faut laisser à chacun la part de responsabilité. Mais je crois que c'est une chance actuellement d'être à ce niveau-là, et que c'est par ce biais-là que la profession continuera d'évoluer, notamment sur le plan scientifique. Et la barrière dont on parlait tout à l'heure entre médecins et kinésithérapeutes se réduira de plus en plus. Euh, je suis un petit peu hésitant. Je pense que c'est une voie aussi, à condition que, bah, là encore, le niveau, la grosse rivalité, on sait que les médecins sont contre parce qu'ils voient une rivalité, mais je pense que la responsabilité des professionnels kinésithérapeutes permet un accès direct. Je ne sais pas si c'est l'avenir total, mais pourquoi pas. Ça commencera probablement par des petites choses, pour peut-être après, parce que à l'arrivée, c'est quand même la notion, et c'est le gros argument des médecins, c'est la notion de diagnostic. Donc, on fait notre bilan, mais c'est un bilan kinésithérapique, c'est pas force, même si par l'habitude on est capable de faire un certain nombre de choses, mais il y a quand même des examens qui nous échappent. Et moi, je crois qu'on n'est pas forcément obligé d'être au niveau des médecins pour exercer une profession efficacement. Notre niveau actuel permet de faire des choses très intéressantes sans se considérer comme médecin, et je pense que là, il faut être optimiste.
Sur certains plans pour faire des bilans et tout, je dis pas que l'intelligence artificielle n'aidera pas, mais je crois pas que l'IA remplace la capacité humaine qu'a un professionnel kinésithérapeute. Il voit quand même son patient plusieurs fois, il le connaît, et combien de fois il fait de la psy sans le vouloir, et personnellement, j'ai eu un conflit avec un psychiatre qui, pendant un certain temps, m'avait adressé des personnes en disant c'est vraiment dans leur corps que ça se passe, c'est pas dans la tête. Et puis, je pense à Alain, notamment, que j'avais rencontré lors d'un congrès, qui m'a dit écoutez, je vous envoie plus de patients parce qu'ils préfèrent venir chez vous, ils vont beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous faites, j'exerce mon métier, je fais du massage et de la rééducation. Ah oui, mais là, j'ai dit non, moi je suis pas psychiatre, je suis psychologue, j'écoute et puis voilà, et puis on rigole et puis c'est bien. Alors, il m'a dit je vous en veux pas, mais quand même, de temps en temps, je suis un peu jaloux. Ouais. Le syndicat ne doit pas disparaître. C'est peut-être idiot à dire, mais justement, face à cette technologie, le syndicalisme, la confraternité qui le soutient, à mon avis, est très importante. On a longtemps râlé parce que sont apparus des syndicats opposants. Je pense que, comme en politique, la présence de plusieurs syndicats n'est pas néfaste à partir du moment où on arrive à discuter et non pas à se regarder en chien de faïence. Ça, c'est un problème qui reste prégnant, mais c'est très important. Je crois au syndicalisme. À partir du moment où on croit à la profession, c'est indispensable que alors, il prendra probablement une autre forme, mais ça ne sera peut-être pas toutes les manifestations qu'on a fait il y a 30 ou 40 ans, mais pour moi, c'est important. Eh bien, je leur souhaite d'avoir une vie syndicale aussi riche que celle que j'ai eue. C'est celle de croire en la profession, de croire au syndicalisme, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même si tout à l'heure j'ai laissé entendre qu'on avait pratiquement, c'est pas parce qu'on a réalisé le triptyque qu'il n'y a pas d'autres choses, mais c'est des choses différentes par rapport à ce que j'ai vécu. Mais on parlait de la- l'avenir de la recherche. Ben, je pense que c'est important que ce domaine-là soit soutenu, et que, bon, les histoires administratives avec la Sécu, ça a toujours existé, ça existera toujours, à moins que la profession disparaisse, mais là, on en est loin. C'est de rester fidèle à ce qu'ils ont reçu comme enseignant, comme enseignement. J'ai eu l'occasion récemment, en septembre dernier, de participer à la remise des diplômes d'État de l'école de kinésithérapie de Paris. Et en interrogeant les nouveaux diplômés, j'ai senti qu'ils étaient vraiment avides de poursuivre. Alors, bien sûr, j'avais mis un petit peu, hein, dans mon petit discours, j'avais mis un point particulier en disant attention, vous êtes kinésithérapeute, vous pouvez faire de l'ostéopathie, mais l'ostéopathie n'est pas l'avenir. La thérapie manuelle est une technique de la kinésithérapie, employez-la, formez-vous, mais ne prenez pas restez kinésithérapeute. Et là, j'avais été très applaudi. Bon, je pense des applaudissements de circonstance, mais je crois beaucoup qu'il faut qu'ils restent dans la fibre qu'ils ont reçue de la part de leurs enseignants.